Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans le studio Vous Sport pour un nouveau numéro de Pied le Club, le point de rencontre de tous les passionnés de Première Ligue, à commencer par Jean-François. Bonjour. Salut Serge et bonjour à tous les passionnés alors du coup. Effectivement, y compris Philippe. Bonjour à toutes et à tous et à vous Serge aussi. Et on n'oublie pas bien sûr Christian qui est en distanciel mais qui va donner toutes les infos nécessaires à préfacer les rencontres du week-end. Même si Christian, vous avez bien travaillé cette semaine parce qu'on a eu du football quasiment tous les jours, en tout cas mardi et mercredi avec les rencontres anglaises notamment. Il a fallu jongler Serge cette semaine mais on est prêt, on a travaillé jusque très tard hier soir en faisant la préparation de l'émission ensemble mais on est prêt. On est prêt et on va peut-être avant justement parler des rencontres de mardi et mercredi, faire un petit point sur le mercato. On enregistre cette émission à quelques heures du deadline de la fin du mercato. On enregistre aussi cette émission avant la rencontre de ce soir, Leicester-Manchester United. Mais on va battre des records, messieurs, puisqu'on est plus ou moins 2 milliards d'euros dépensés sur ce mercato d'été. Alors on pensait qu'il y avait une crise du Covid, il y avait une inquiétude sur les finances des clubs. Là, on peut dire qu'il n'y a pas de crise et que c'est un peu la folie des grandeurs du côté de cette première ligue. Je n'ai qu'un mot, unbelievable. On traduit par incroyable. Voilà. Non, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de dépenser. Et surtout qu'ils ont pris l'habitude souvent d'accélérer dans la dernière ligne droite. Ouais. Donc je m'attends demain matin à voir toute une série d'opérations conclues. Ouais, il y aura sûrement encore des panic buys, ces transferts de dernière minute. Il y en a eu quelques gros cette semaine en tout cas. On a l'impression que chaque fois qu'il y a une contre-performance, un résultat qui est mauvais, le lendemain on annonce 2-3 transferts, c'est dingue. Alors, on notera qu'il y a un Belge en plus en première ligue. Wout Faes a signé du côté de Leicester, dont on lui souhaite évidemment autant de réussite que dans ses autres clubs. À cette heure-ci, il y a encore 4 Belges à Leicester. On va voir s'il sera encore 4 au moment du mercato, de la fin du mercato. C'est en tout cas ce soir 23h. En Angleterre, il sera minuit chez nous. Un entraîneur aussi, un manager a été viré. Le premier de la saison, Scott Parker, après le 9-0 à Bournemouth, mais on se doute qu'il y avait plus que ce résultat parce qu'il a déjà joué Arsenal, Liverpool et Manchester City, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, viré, mais apparemment il n'avait pas les joueurs qu'il demandait pour justement permettre à Bournemouth de se battre pour la première ligue. Première victime en tout cas cette saison. Oui, premier entraîneur en désaccord du coup avec ses dirigeants, donc ça doit se terminer comme ça. Alors je vous propose de voir les faits marquants des rencontres de mardi et mercredi avant la dernière de ce soir. On va commencer par une très bonne nouvelle et un bon début de saison pour un jeune Belge, Romeo Lavia, 18 ans, arrivé de Manchester City et qui marque son premier but sous le maillot de Southampton. Il a été titulaire à chaque fois jusqu'à présent. Oui, c'est super pour lui. Dans le même match, il va sortir blessé aussi. Donc, et petite inquiétude le concernant pour les semaines à venir. On n'est pas certain qu'il ne restera pas sur le côté pendant quelques semaines quand même. En tout cas, Southampton a battu Chelsea. Et puis que dire, Erling Haaland, il a réussi un deuxième triplé dans la victoire face à Nottingham Forest. Quelques jours avant, il avait fait un triplé face à Crystal Palace. Il est déjà à 9 buts, victoire large et sans discussion de Manchester City. Et puis ça, moment étonnant, un corner rentrant d'un Brésilien. Au Brésil, on dit que c'est un but olympique, un corner olympique. Ouais. C'est 1-1 à ce moment-là. Il y a faute sur le gardien, ça me paraît. Voilà, il y a débat en tout cas, mais le VAR n'a rien signalé. Et puis, juste derrière, et là ça devient une bonne habitude pour Arsenal, le but de la victoire marqué par... À chaque fois qu'il y a un but, c'est quasiment un Gabriel qui marque du côté d'Arsenal. C'est Gabriel Martinelli. Donc victoire d'Arsenal et le 15 sur 15, donc le sans faute. Ouais, c'est la première fois depuis 2004-2005 qu'ils réussissent 5 matchs de suite victorieux pour débuter la saison. Et puis autre moment étonnant, Liverpool qui a dû cravacher face à Newcastle. Ils ont été menés, égalisés. Et puis ce but qui tombe à la 98e minute. Est-ce que ça lance la saison des Reds ? En tout cas, ça va certainement leur donner un coup de boost. Ça, c'est sûr. Et c'est important avant la rencontre du week-end qui sera un derby chaud. En tout cas, c'est évidemment dur à encaisser pour Newcastle qui avait fait un gros match défensif en tout cas. Voilà, les choses se mettent en place. Le week-end dernier, le Big Six, tous les clubs du Big Six avaient gagné. C'est déjà un peu plus dur cette semaine, donc ça reste quand même un début de saison assez excitant où il y a des surprises. Oui. Certainement, Fulham est une très très bonne surprise, je trouve, cette saison et qui continue à confirmer. Ça ne fait que 5 journées, mais enfin, c'est quand même tout à fait intéressant de voir ça. Moi, je voulais juste ajouter un petit truc sur Haaland, parce que vous en avez parlé. C'est que, vous savez que le précédent qui avait inscrit comme ça 2 triplés, il a fallu attendre 21 journées. Donc lui, c'est un record assez extraordinaire. 5 journées suffisent à Haaland, qui reste un phénomène. Voilà, c'est un phénomène. Je vous propose de voir le bilan après maintenant, on va dire 4 journées, presque 5, il reste encore un match ce soir, un bilan qu'on va décortiquer avec Christian, puisque c'est lui qui a fait l'infographie. Erling Haaland, meilleur buteur, 9 buts sur ses 5 premiers matchs, Christian.
Oui, il s'est vite détaché après Rodrigo qui avait pris la tête avec 4 buts. Il a déjà ajouté 5 buts en plus, il est tout seul. Il y a 5 joueurs à 3 assists, je pense, De Bruyne, Firmino, Foden, Jesus et qui encore, Serge aidez-moi, Firmino, voilà, qui est en super forme cette saison. Une chose à noter très intéressante, on est seulement à 10 victoires en déplacement, c'est une victoire sur 5, c'est vraiment difficile d'aller chercher les victoires là-bas. Donc voilà, on va voir la suite dans les prochaines semaines. Et donc un premier record pour Haaland, il a battu le record sur 5 premiers matchs de Première Ligue. Il y avait notamment Agüero qui avait marqué 8 buts là, il en a marqué 9, mais où va-t-il s'arrêter? Le record dans un championnat à 20 équipes en Première Ligue, c'est 34 buts marqués en une saison. Oui, mais au-delà de ça, je trouve que ce qui est vraiment incroyable, c'est que pour avoir vu en tout cas les moments principaux de cette rencontre, c'est qu'au-delà des buts, il est aussi dans les combinaisons avec les autres joueurs. Donc il apporte au collectif, oui. Il apporte en termes de finition, mais il apporte aussi dans le jeu parce qu'il trouve des partenaires. Et il touche peu de ballons. Son deuxième but d'ailleurs, il est inscrit un peu par hasard alors qu'il avait offert le but à quelqu'un d'autre. Donc voilà, mais moi je trouve ça très intéressant de faire les comptes à la fin. La chose qui est vraiment impressionnante, c'est la manière dont il résiste à n'importe quel marquage serré. On peut faire autant de fautes qu'on veut sur lui, il tient et il tombe jamais. J'attends de le voir quand même dans les big games. Ça va venir, ça va venir. Nous en tout cas, samedi 13h30, on a déjà une belle manière, une belle affiche, un beau derby pour commencer le week-end et donc la 6e journée. C'est celui qui va opposer Everton à Liverpool. Derby de la Mersey. Assez déséquilibré cette dernière saison. Everton qui se bat plutôt pour le maintien alors que Liverpool jouait le titre. Mais ça reste un match parce qu'il y a l'émotionnel, il y a évidemment énormément de facteurs. Ça reste un match à part dans le calendrier, dans la saison. Alors Everton, 17e avec 3 points. L'équipe de Frank Lampard qui s'est sauvée de justesse la saison dernière n'a toujours pas gagné. Par contre, il reste sur 3 partages que je qualifierais d'encourageants. 3 fois 1-1, mais on a vu une équipe quand même qui était assez combative et qui vraiment s'arrachait pour aller chercher des résultats. Mais une équipe qui ne marque pas beaucoup non plus, qui prend plus de buts qu'il n'en marque. Un début de saison un peu compliqué. Maintenant, j'adore rappeler que pour les gens qui n'ont jamais mis un pied à Liverpool, qu'il y a exactement entre les deux stades une rue. 1 kilomètre. Oui, mais c'est une rue. Quoi. Il y a juste un parc entre les deux, c'est Stanley Park. C'est formidable, je trouve ça formidable, parce que là, pour le coup, le sens derby prend toute sa signification. Ouais, on a un côté tout bleu et un côté tout rouge. C'est fabuleux. Enfin, en tout cas, quand on est devant un stade, on voit l'autre. Donc, effectivement. Christian, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan de cette équipe d'Everton après maintenant 5 matchs? Il n'est pas bon. Pour le moment, offensivement, c'est pas bon du tout. 4 buts marqués. Alors, on regarde les buteurs. Il y a Gordon, en fait, qui sort un peu son épingle du jeu. Et puis, alors, il y a encore un attaquant qui marque, c'est Gray. Et puis, alors, ils ont bénéficié d'un contre son camp de la part de Lucas Digne, qui était un ancien joueur d'Everton. Et surtout, au niveau des passeurs, c'est ça qui est très, très, très interpellant. C'est un gardien, un défenseur central. Et alors, l'assist que Iwobi fait hier, et encore, c'est pas tout à fait un assist, puisqu'il y a eu un ballon contré. Le bilan est pas bon, et pourtant, quand on regarde les résultats, comme vous le disiez, Serge, il y a quand même 3 partages avec 1-1, il y a une défaite 1-0 et il y a une défaite 2-1. Donc c'est pas non plus un désastre total défensivement, mais c'est pas assez quand on marque pas, et donc pour le moment le bilan n'est pas bon du tout. Ouais, une équipe qui est donc à la recherche de sa première victoire. On a remarqué en tout cas qu'il y a des difficultés au niveau de la défense, même s'il y a sans doute des explications, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés du côté de l'équipe. Oui, Godfrey, Holgate, Townsend et même sur le plan offensif, Calvert-Lewin aussi est absent. Ouais. Donc ça fait beaucoup de joueurs quand même à remplacer. Je notais quand même dans la défense, Mykolenko n'était pas titulaire la saison dernière. On a Tarkowski et Kouadi qui eux sont des transferts, donc doivent peut-être un petit peu s'habituer. Ils jouent ensemble depuis pas longtemps. Et puis il y a Patterson qui joue sur le côté droit, qui est un tout jeune joueur. Donc voilà, il y a sans doute des raisons pour que cette équipe se trouve un petit peu. D'ailleurs, les 2 défaites, c'est lors des 2 premières journées. Et puis la machine s'est quand même un tout petit peu mise en route, un petit peu plus de sécurité. Et puis parce qu'on parle aussi de l'aspect offensif des choses, et Christian montrait justement l'importance d'un jeune comme Gordon, 21 ans. Lampard a fermé la porte en disant non, il restera chez nous. Il était question qu'il aille à Chelsea. Le mercato n'est pas terminé. D'accord, mais je tiens à cette heure-ci, en tout cas, au moment où on parle, en tout cas, Lampard en conférence de presse a dit non, il ne partira pas.
Ouais, même si 60 millions, c'est ce qui était proposé par Chelsea, c'est quand même une somme qui est difficile à refuser pour un jeune joueur comme Gordon, qui n'a non plus pas énormément de références en première ligue. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est juste pour... quand on regarde un petit peu cette équipe, ce qui est très intéressant, c'est Onana, évidemment, qui prend du temps de jeu, qui a joué. Moi, il y a un joueur que j'adore là, et qui, pour moi, est sous-estimé, c'est Tom Davies, que je trouve très jeune encore, hein, mais c'est un joueur formidable, parfois un peu fragile aussi, mais... Voilà, c'est une équipe qui peut se trouver, peut-être dans un derby, pourquoi pas. Alors, c'est 6 buts encaissés, Christian, par Everton, mais vous avez quand même pointé des faiblesses défensives, ce qui peut s'expliquer aussi, on l'a dit, par une nouvelle défense, des joueurs qui doivent s'installer, qui doivent encore aussi trouver les automatismes. C'est dommage de voir ça parce qu'ils ont quand même des joueurs intéressants comme Pickford qui est quand même international, Coady qui était une valeur sûre à Wolves, Tarkowski qui était vraiment cité souvent quand il était à Burnley dans des grandes équipes. Malheureusement, ils encaissent pas beaucoup, mais ils encaissent beaucoup dans des moments cruciaux, c'est-à-dire dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps et surtout au-delà de la 81e minute, dans le dernier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et là, en n'encaissant pas beaucoup, en ayant des faiblesses offensives, eh bien, être crucifié dans ces derniers moments, c'est très dur et ça leur coûte beaucoup de points. Et c'est quelque chose qu'il faudra résoudre pour le futur, sinon ils vont être en difficulté pendant toute la saison. Ouais, et on a vu encore hier soir que Liverpool joue bien au-delà de la 90e minute et peut encore gagner un match à la 98e. Donc il faudra verrouiller, en tout cas en cas de bon résultat. Il faudra surtout ne pas montrer ses faiblesses en fin de rencontre. Alors les points positifs quand même aussi de cette équipe d'Everton. Et quand on analyse un match, on essaie de voir les qualités de l'un et les faiblesses de l'autre. Dans les qualités offensives d'Everton, Christian, on voit qu'ils sont capables de marquer avec une origine lointaine. Un ballon qui part quand même loin du but adverse. Oui, et c'est un peu la raison du moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Calvert-Lewin, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, ils ont parti Richarlison, ils ont perdu le modèle de jeu qui avait été établi par Ancelotti, c'est-à-dire se positionner dans les 30 derniers mètres, l'utilisation des centres où ils étaient excellents, et donc aujourd'hui ils n'ont pas ça, ils doivent jouer avec Gordon qui est en pointe normalement et qui est généralement plus un ailier, mais par contre ils profitent des ballons dans le dos de la défense, et donc il y avait un long ballon de Pickford qui était pour Gray ou pour Gordon, et puis il y a eu un ballon aussi de la part de Coady. Voilà, on le voit sur les images. Voilà, ce ballon pour Gray, c'est le chemin le plus rapide pour aller marquer. Et quand on n'a pas des solutions pour se déposer dans le camp d'adversaire, eh bien il faut utiliser les ballons longs et le jeu rapide. On l'explique pratiquement toutes les semaines. Voilà, un ballon qui vient de cette zone défensive dans le dos. Il y a quelqu'un qui peut partir et le face à face est la manière la plus facile de marquer. Donc il faut profiter de cette forme-là. Et on le verra justement dans les faiblesses défensives de Liverpool, que c'est quelque chose que Everton peut exploiter parce que Liverpool n'est vraiment pas bon dans ce domaine. Alors Richarlison évidemment est parti, c'était un des atouts offensifs de cette équipe d'Everton. Calvert-Lewin est blessé, mais Neal Maupay attend son moment parce qu'il est arrivé au club. Il n'a pas encore joué, mais ça pourrait être aussi un joueur qui rentre dans cette approche-là. Oui, il peut jouer sur des longs ballons comme ça. Je pense qu'il a fait ça assez souvent du côté de Leicester. Maintenant, il faut s'habituer. De Brighton, pardon. C'est vrai qu'il faut s'habituer aussi au nouveau groupe. Alors, est-ce que ce sera déjà pour ce week-end? Ça, je ne suis pas sûr, mais il n'a plus beaucoup le choix. Il a besoin de joueurs offensifs. Ils ont surtout besoin de faire mal à l'adversaire, ce qui est un peu problématique pour l'instant. Alors, on garde en mémoire ces buts qui partent de loin, parce qu'on va parler du côté défensif de Liverpool dans quelques instants. Mais on va peut-être commencer pour parler des Reds, d'une équipe évidemment qui a marqué beaucoup de buts sur l'avant-dernier match 9-0, qui a marqué encore 2 buts. Ils ont un total de 15 buts marqués depuis le début de la saison. Et on remarque, Christian, qu'il y a surtout une origine qui vient des flancs. Liverpool est une équipe qui attaque principalement par les flancs. On l'avait évoqué lors de la deuxième journée. On avait montré notamment justement avec le but de Luis Diaz qui avait commencé du flanc gauche, qui était rentré dans le jeu puis qui avait tiré hors du rectangle. On le voit, voilà, il y a 10 buts de plein jeu, il y a 9 buts qui viennent des flancs. Seul, voyez en rouge, ce but qui est venu de l'axe. Et c'est principalement par le côté droit que ça passe avec toujours les mêmes en fait, Trent Alexander-Arnold et Salah, pour des centres au cordeau, pour des centres de deuxième zone, pour des ballons remisés au point de pénalty. Et vous voyez, il y a beaucoup de buts quand ils viennent des centres qui se terminent entre le point de pénalty et la baseline.
Et donc, il faudra faire attention parce que ça, c'est vraiment leur force. C'était déjà leur force avant. C'est leur force cette saison. Alors voilà, peut-être que pour un peu donner des alternatives, il faudrait un peu plus de passage par l'axe et beaucoup plus de jeux rapides. Mais voilà, je pense qu'ils vont pouvoir ajuster ça et ils vont avoir des alternatives dans le courant de la saison. Darwin Núñez sera de retour ce week-end. Il vient de purger ses 3 matchs de suspension. Oui, mais Firmino est bien. Oui. Donc je ne suis pas sûr qu'il va retrouver directement une place de titulaire. Probablement que dans la gestion, en tout cas, du groupe, il serait plus logique, en tout cas, qu'il évidemment redémarre sur le banc, qu'il refasse ses preuves aussi, qu'il rentre un peu dans le rang. Voilà, il a quand même fauté sur le coup. 3 matchs pour un coup de tête, c'était pas énorme. C'est pas cher payé, on va dire. Je pense que Klopp peut lui en mettre un 4e parce qu'il était vraiment pas content le jour où c'est arrivé. Ça mettait son équipe en grosse difficulté. Oui, mais il risque de le faire un peu marronner. Firmino, en plus, a fait 2 matchs super. Donc, il a retrouvé le sourire, d'ailleurs. Absolument. Moi, je me souviens du match contre Manu, où il faisait un peu la tête. Moi, je l'avais trouvé un peu comme ça, un peu mou. Et puis là, maintenant, il a retrouvé le sourire, il a retrouvé l'efficacité, c'est bien. Bon, il y a un joueur qui n'a pas encore tout à fait retrouvé l'efficacité, c'est Mo Salah. Alors, 9-0 face à Bournemouth, il ne donne pas un assist, il ne marque pas un but, c'est quand même incroyable, alors que c'est le meilleur buteur depuis des années. Bon, il y a bien un moment où ça va démarrer pour lui aussi. Hier, il fait 2 assists. Bon, le deuxième, il est un peu chanceux, mais bon, il fait 2 assists quand même. Voilà, c'est peut-être le retour en forme, on va voir. Mais je sais pas, cette équipe de Liverpool, moi, me surprend parce que malgré tout, 98e minute pour aller chercher une victoire. Donc il y a ce jusqu'au boutisme là, oui, c'est bien. C'est plus positif que négatif, même si on peut dire qu'ils ont galéré tout le match face à une équipe qui défendait bien en bloc, mais ils marquent, c'est ça le plus important. Oui. Contre Everton, ils n'ont plus Origi pour aller chercher la victoire. Non, ça c'est vrai aussi. Il y a un but d'Ishak qui est annulé à un moment donné. Le scénario aurait pu être un peu différent face à Newcastle. Donc, Bon, on sait que Newcastle est un peu le poil à gratter, sera sans doute le poil à gratter cette saison. En tout cas, même si Sadio Mané est parti, on peut dire que le modèle n'a pas changé du côté de Liverpool, Christian. À la même époque, la saison passée, il y avait ce passage exceptionnel et tout le temps continu par rapport au flanc droit, l'utilisation des centres, l'utilisation de cette deuxième zone avec Alexander Trent-Arnold. Voilà, 10 buts de plein jeu, 5 sur centre, 5 qui viennent de la droite. On avait le même problème avec le flanc gauche, mais ça s'est résolu un peu plus dans le courant de la saison avec Robertson et avec aussi Jota qui partait un peu plus du côté gauche, avec Mané aussi qui a donné quelques assists, avec Tsimikas aussi qui doit aussi venir apporter sa pierre à l'édifice. Mais il y a toujours cette option flanc droit qui est exploitée au maximum et ça marche saison après saison. Maintenant, il faut voir quand ils seront bloqués, quelle est l'alternative. Oui, on peut noter face à Newcastle qu'il a enlevé justement ces 2 joueurs de couloir, alors que ce sont peut-être ces 2 armes les plus efficaces. Il se cherche un peu avec Robertson à gauche, qui est souvent relayé en cours de partie par Tsimikas. Et Christian nous montre qu'il n'y a pas d'efficacité sur ce flanc-là depuis le début de la saison. Donc il faut en effet que Liverpool retrouve aussi ses 2 ailes pour voler comme dans le Mans. Donc pour l'instant, c'est un peu une aile, c'est l'aile droite, et puis de l'autre côté, c'est un peu chaotique. Mais ça se répercute dans les changements, en fait. Mais il y a un autre paradoxe, c'est que le joueur qui est pointé comme étant le plus faible cette saison défensivement, c'est justement Trent Alexander-Arnold. Alors, du fait d'être si souvent mis en action à l'avant, est-ce que ça joue sur son travail défensif et que ça coûte des points à Liverpool? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Forcément que ça joue, tout le monde va jouer dans son dos. Voilà. Le problème, c'est que ça peut être compensé collectivement, et aujourd'hui, ça n'est pas compensé collectivement comme ça le devrait. Ils ont une excuse aussi, c'est d'avoir un nombre de blessés important. Il y a des joueurs qui reviennent, mais il y a encore pas mal de blessés. Voilà, on va voir si Matip va retrouver ou pas une place dans l'équipe. Ça reste le grand point d'interrogation, mais en tout cas, il serait en ordre visiblement pour revenir. Je trouve quand même que la rigueur technique de Thiago manque parfois aussi à cette équipe de Liverpool. En tout cas, la forme dans laquelle il était la saison dernière. Autre chose à surveiller, Christian, pour ce week-end, c'est les corners, parce que là, Liverpool semble très efficace cette saison. À l'image du but marqué à la 97e minute hier, qui leur donne de nouveau la victoire. Ils sont déjà à 5 buts sur phase arrêtée et c'est 5 corners. Alors après 5 journées, marquer 5 corners, alors soit les autres sont vraiment en train de dormir et le travail de préparation pour les bloquer sur phase arrêtée, ils ne le font pas, ou soit ils ont vraiment une qualité exceptionnelle qu'ils exploitent.
Bon, il faut savoir que l'année passée, ils étaient aussi forts dans ce domaine, mais donc voilà, toujours l'importance d'être performant dans ce domaine-là. Alors là, les adversaires qui dorment n'ont plus d'excuses. Dans PL Club, c'est clair, il faut bien défendre face à Liverpool sur corner. Il faut se réveiller maintenant. Est-ce qu'il regarde PL Club? C'est ça la question. Il devrait. Il devrait. Voilà. Je trouve que cette rencontre aura une petite saveur particulière quand même. Ce sera le premier derby pour Onana, qui est titulaire, je dirais, enfin dans cette équipe. Il a fait un peu passage, il est rentré doucement dans l'équipe, mais maintenant il y est. Donc c'est aussi intéressant de voir comment il va se comporter, parce qu'on compte quand même beaucoup sur lui au niveau international. On parle de lui pour notre équipe nationale, etc., pour la Coupe du Monde. C'est un des candidats potentiels. Et donc je suis quand même curieux de le voir à ce niveau-là et face à un entrejeu de qualité comme celui de Liverpool. C'est un match où il faut être fort, mais il faut aussi pouvoir contrôler ses émotions. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de cartons rouges dans ce derby. Absolument, absolument. Et lui devra contrôler ses émotions aussi. C'est pour ça que je voudrais faire ce petit focus sur lui, tout en disant que il s'est bien acclimaté au championnat, mais il doit faire attention quand même. Parfois à la rigueur, quand l'équipe est en possession de balle, la rigueur au niveau de son passing. Faire attention de ne pas, face à Liverpool, commettre des erreurs, comme il a pu en commettre quelques-unes. Alors, on a évoqué, du côté d'Everton, cette capacité à lancer des longs ballons dans le dos de la défense. On l'a vu notamment avec Pickford, qui a déjà donné un assist. Et on remarque, Christian, en tout cas dans vos analyses, qu'il y a un petit souci du côté de Liverpool, qui a quelques mauvaises habitudes défensives en ce début de saison. Le choix offensif de se déposer complètement dans le camp d'adversaire et d'utiliser les flancs, les centres, bien ça oblige à avoir un bloc qui est très haut. Et donc, il y a beaucoup d'espace dans le dos. Vous vous souvenez, on avait évoqué que c'était le gros problème de Manchester City il y a 2-3 saisons, c'est-à-dire qu'ils étaient tout le temps surpris par des reconversions rapides. Et bien aujourd'hui, c'est le cas de Liverpool. Et c'est pour ça que c'est un peu chancelant derrière avec Van Dijk qui a du mal parfois à s'aligner, qui a du mal à jouer la ligne. Et d'ailleurs, on l'a vu lors du but encaissé contre Manchester United où Milner est venu le réprimander. Mais voilà, il y a des ballons dans le dos et c'est la grosse faiblesse pour le moment puisqu'ils ont encaissé 50% de leur but comme ça. Voilà, ici il y a ce ballon-là, ils vont mettre une passe dans le dos, voilà, et ils se font surprendre. Il est tout seul en face à face. Sans compter les 2 autres buts encaissés, celui de Marcus Rashford contre Manchester United et celui de Zaha lors du match à Crystal Palace, où ils auraient pu encaisser encore un but si le joueur de Crystal Palace n'avait pas été hors jeu de 5 cm. Il y a des doutes parce que le bloc est haut, parce qu'ils sont à l'arrêt au moment où le joueur a la possibilité de donner le ballon dans la profondeur. Et là, il y a une grosse opportunité à exploiter pour Everton. Oui, il faut rappeler que c'est peut-être... Alors, parce que évidemment, Christian explique ça, et on comprend que dans les chiffres, ça peut poser un problème. Alors, comment résoudre ce problème-là? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et je pense qu'un 3 défensif, ou 2, enfin, ceux qui restent, en tout cas, ne peuvent pas résoudre ça tout seul. Il faut aussi qu'il y ait devant un press négatif qui soit opéré dès la perte de balle. Choc d'abord. Empêcher le long ballon le plus vite possible. Parce que sinon, vous savez, quand on a un face-à-face entre un défenseur, exception, rare exception, mais entre un défenseur et un attaquant, il y a toujours un attaquant qui, en principe, est plus rapide que le défenseur. Et donc, si on les laisse jouer tranquillement dans le dos, c'est pas anormal qu'un défenseur soit en difficulté. Donc, il faut quand même, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui doit se résoudre collectivement. Christian, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, pour ajouter à ce que Jean-François explique, il faut voir l'intention de départ. Hein, quand il y a une reconversion rapide de la part de l'adversaire, à aucun moment sur les 3 phases, il y avait une envie de vouloir jouer un recul fluide, c'est-à-dire de laisser le pressing et de reculer vers son camp pour ralentir l'action adverse. Il a même essayé à plusieurs fois, Virgil van Dijk, il a essayé de jouer le hors-jeu en faisant un petit pas vers l'avant et en essayant de mettre l'adversaire dans de mauvaises conditions. Donc c'est vraiment, il faut voir l'intention de jeu. Alors il faut évidemment être bloqué, il faut un press négatif pour empêcher ce ballon dans le dos, mais aussi il faut savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation. Est-ce qu'on fouille vers son but ou est-ce qu'on décide de mettre l'adversaire hors jeu? Et là, pour le moment, je pense que c'est pas clair. C'est pas clair dans les intentions. Un petit mot quand même sur le but d'Isaac qu'on a revu. Il a marqué un 2e but où il était en position de hors-jeu, là aussi où il part quasiment de la ligne médiane.
Un joueur qui fait de très bons débuts intéressants. 70 millions. On a vu que Newcastle est capable aussi maintenant de sortir son chéquier et d'aller faire des gros transferts, mais un joueur au profil intéressant. Il faisait partie des attaquants qui étaient dans la file d'attente pour aller toucher le gros lot en Première Ligue. J'attends de voir la suite, évidemment. C'est un beau joueur, c'est un joueur élégant, c'est un joueur fin, c'est un joueur qui a techniquement des qualités aussi, en plus de la puissance qu'il dégage, de la taille en tout cas qu'il dégage. C'est pas vraiment puissant dans le sens athlétique du terme, mais c'est... Très fluide dans tout ce qu'il fait. Quand on est un bon attaquant dans le championnat d'Espagne, généralement on est très bon techniquement. Il l'a montré déjà en 2 actions hier. Et il a posé des problèmes vraiment belle, à la défense de Liverpool. Reste à savoir si un joueur d'Everton qui sera capable de faire la même chose. Donc rendez-vous pour ce derby de la Mersey samedi à 13h30. C'est un match que vous pourrez voir aussi sur Divertissez-vous puisque c'est le premier du week-end. L'autre affiche, ce sera Manchester United face à Arsenal dimanche 17h30. On en parle après ceci. This is a game where history is made. Records are broken. Invincible no longer. Titles are won. Arsenal are champions. And heroes are created. The new darling of Old Trafford. Who's going to write their name into folklore this weekend? This is Manchester United versus Arsenal. Duel historique en Première Ligue, on se souvient que ce sont les deux clubs qui se disputaient le titre à la fin des années 90, au début des années 2000, jusqu'à ce que Chelsea arrive et vienne brouiller les cartes, mais ça reste évidemment une grosse affiche. Alors Manchester United pour le moment 12e avec 6 points, mais attention 4 matchs, il joue jeudi soir du côté de Leicester, ça va mieux du côté de Red Devils, après les 2 premières défaites, il y a eu 7 victoires face à Liverpool, et puis le week-end dernier, la victoire compliquée, mais victoire quand même à Southampton, et on a vu quelques jours plus tard, Southampton a battu Chelsea, donc ça reste une bonne victoire pour eux. Ça leur permet un petit peu quand même de sortir de la crise et de respirer un bon coup. En tout cas, ils ont montré quelque chose contre Liverpool, ça c'est sûr, dans les intentions, dans la présence physique, dans l'intensité qu'ils ont mis dans le match. C'était beaucoup moins évident contre Southampton. Alors c'est vrai que c'est pas une si mauvaise équipe que ça. Southampton, elle est en train de le prouver. On peut avoir des doutes en début de saison. Malgré tout, moi j'étais quand même très déçu de ne pas voir Manchester à nouveau produire un jeu aussi, pas flamboyant, mais aussi efficace et intense que ce qu'ils avaient fait contre Liverpool. Donc ils doivent se méfier encore une fois dans cette rencontre-là, parce qu'Arsenal le fait. Maintenant, il y a les questions de fatigue qui peuvent venir jouer un rôle. Ten Hag avait confirmé ses choix, c'est-à-dire un 11 de base sans Cristiano Ronaldo et sans Maguire. Ce sont des choix forts quand même. Ouais. Des choix très forts. J'ai envie de rebondir sur ce que Philippe dit, produire du jeu. C'est peut-être ça le problème de Manchester United cette année. C'est de se retrouver dans toutes les situations où ils vont devoir produire du jeu, parce que ça ne va pas poser un problème. J'attends de voir aussi s'ils vont être capables de mettre face à Arsenal la même intensité qu'ils avaient mis face à Liverpool. Et je reste surtout très attentif de voir comment ce qu'Arsenal va réagir face à une telle intensité. Donc ça, je pense que la clé du match, ça peut être l'intensité. Oui, si Manchester United est capable de remettre cette même intensité-là, je ne suis pas sûr qu'Arsenal s'en sorte. Le gros dossier de cette semaine, c'est évidemment l'arrivée d'Anthony, ce joueur brésilien arrivé de l'Ajax pour plus ou moins 100 millions d'euros. Est-ce que ça vous surprend de voir Manchester United payer une telle somme pour un joueur? Je l'ai noté, on va peut-être le voir avec Christian aussi dans l'infographie, c'est 82 matchs avec l'Ajax, Christian, c'est 24 buts, 22 assists. Voilà, c'est un bon joueur en Eredivisie, mais on ne peut pas dire que c'est un joueur qui a vraiment crevé l'écran. 18 buts en Eredivisie en 3 saisons, 3 en Ligue des Champions. C'est un joueur très intéressant parce qu'il a une qualité exceptionnelle, c'est la frappe de balle. Vous voyez, en rouge foncé, c'est le nombre de buts qui ont été marqués sur tir enroulé, il y en a 7. Il y en a 3 sur tir croisé en Eredivisie et 1 en Ligue des Champions et 2 tirs classiques. Donc on va découvrir un joueur qui aime bien se positionner sur le flanc droit, qui est gaucher et qui a tout le temps cette envie de rentrer et de faire ce tir-là. Alors ce tir-là, il est exceptionnel, il l'a fait à de nombreuses reprises, voilà, c'est cette fois évidemment, et c'est toujours la même chose, il y a cette qualité, voilà, et il ne faut pas beaucoup, il n'a pas besoin de rentrer énormément, il fait juste un petit crochet extérieur pour pousser le ballon devant lui, et puis il enroule, et c'est un des ballons les plus compliqués pour les gardiens.
Maintenant, voilà, la manière dont on défend en Eredivisie n'est pas la manière dont on défend en Première Ligue. Est-ce qu'ils vont le bloquer? Est-ce qu'ils vont faire un double timing? Est-ce qu'ils vont l'obliger à aller vers le flanc, plutôt, enfin vers la baseline pour pouvoir l'empêcher de rentrer sur son pied gauche? Ben voilà, lui a montré qu'il a les qualités à hauteur de ce qu'ils ont dépensé pour lui. Et s'il parvient à marquer comme ça, on va avoir beaucoup de plaisir avec lui, ça c'est sûr. Ok, c'est un joueur qui joue flanc droit, qui rentre pied gauche. Il y en a eu d'autres avant. Robben a fait ça pendant des années et des années. Mais en tout cas, je note que c'est un joueur à 100 millions qui vient concurrencer un autre à 85. Hein. Oui, effectivement, Sancho. Oui, il y a des cas. Alors, on peut un petit peu élargir le débat. Pogba est parti cet été de Manchester United. Il est arrivé, c'était quoi, il y a 6 ans, pour 100 millions. Il est reparti gratuit à la Juve, où il avait déjà été gratuit dans sa première période à Manchester United, et il n'a pas apporté grand-chose sportivement. Sancho a été transféré il y a 1 an pour jouer à ce poste-là. Il y a en plus pas mal de joueurs qui reviennent un petit peu. Il y a Rashford qui peut jouer sur un flanc. Il y a Martial, Elanga, et je termine. Voilà, tout cet argent dépensé pour Manchester United dans un club qui n'est pas très stable, avec des supporters qui n'arrêtent pas de rouspéter. Voilà, que se passe-t-il à Manchester United? Je ne sais pas ce qui se passe à Manchester United. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Manchester United a souvent été pointé comme le club le plus riche du monde. C'est plus le cas aujourd'hui, visiblement, selon Deloitte, qui fait les études sur le football. Ils ont encore largement les moyens, et ils le montrent. Franchement, c'est étonnant de voir. Oui, c'est une énigme, c'est étonnant de voir arriver un joueur comme celui-là. Alors, on ne dit pas que c'est un mauvais joueur, loin de là. Enfin, 100 millions quand même aujourd'hui. Plus 80 millions pour Casemiro. Ça démontre l'urgence. 30 ans. Et puis, si vous vous retrouvez après avec Ronaldo qui finit par rester, parce que Ten Hag a l'air de dire Ten Hag a affirmé en conférence de presse qu'il allait rester. Je suppose que c'est au moins jusqu'au mois de janvier. Donc, voilà. Il est là encore 4-5 mois dans le vestiaire pour... Et je ne sais pas comment on le garde sans le faire jouer. En même temps, c'est pas nouveau. C'est ce que moi j'appelle des achats fuite en avant. Dès que ça ne va pas, et les 2 premiers matchs ça ne va pas, donc on cherche des solutions, on recrute, on a un argent dingue. Du club qui a gagné 20 fois le titre anglais, c'est le club le plus titré. Ça fait combien d'années que c'est comme ça? C'est depuis 2013 qu'ils n'ont pas été champions, ça fait depuis 2013 qu'on fait des erreurs avec les recrutements des managers, des joueurs, la direction a changé. Dans les erreurs, vous pouvez rajouter Maguire, 85 millions pour un défenseur qui aujourd'hui se retrouve sur le banc. Absolument. En cours de saison, on fera certainement un point sur Manchester en disant que la moitié des gens qu'ils ont recrutés cet été ne jouent pas, sont sur le banc et vont partir peut-être, je ne sais pas moi, en janvier. Mais il y a un coup de force qui a été réussi par Ten Hag quand même, en mettant Cristiano Ronaldo et Maguire. Il a pris le lead dans le vestiaire. Oui. Bien, ouais. Et c'est lui qui a imposé les recrutements depuis l'Ajax. Martinez plus Anthony, c'est quand même plus ou moins 150 millions d'euros. C'est lui qui les a imposés. Ouais. Et il entraînait où, rappelez-moi, avant? À l'Ajax. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec Martial? Qu'est-ce qu'on fait avec Rashford? Qu'est-ce qu'on fait avec Sancho? Elanga. Martial est blessé pour le moment, le problème ne se pose pas. Mais vous avez raison, on se retrouve de nouveau dans un... Voilà, Et il n'y a pas vraiment de numéro 9 dans l'équipe. À moins qu'ils en trouvent un d'ici à la fin du mercato. Cristiano. Mais Cristiano ne joue plus. Il n'est pas titulaire. Rashford. Ouais, mais Rashford, plus un joueur excentré aussi, on est d'accord, mais absolument. Je pense que c'est et c'est une des raisons pour laquelle il va garder Cristiano Ronaldo dans son effectif. Et c'est sûr que Cristiano Ronaldo en pleine forme mais est-ce que l'équipe va jouer pour lui? Ça reste encore plein d'interrogations. On a vu déjà que Bruno Fernandes est meilleur quand il n'est pas là. On l'a montré la semaine dernière. Et d'ailleurs, c'est lui qui marque le but de la victoire à Southampton. Donc voilà, beaucoup de questions. Et pour le moment, peu de réponses du côté de Manchester United. Notre Ten Hag espère qu'Anthony pourra jouer face à Arsenal. On sait que c'est une question de papier. Et il hésite pour Casemiro. Ok. Il hésite pour le titulariser. Mais il y a déjà le match de ce soir. Faudra déjà évidemment. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, il y a quand même des joueurs qui, Fred, McTominay, n'ont pas mal fait les choses ces dernières semaines non plus. Donc il va falloir prendre des décisions et des choix forts. Alors Arsenal, leader, 15 sur 15, c'est plus arrivé, vous l'avez dit Philippe, gagner 5 premiers matchs 2004-2005, c'est juste après les Invincibles, donc c'est une des dernières grandes périodes des Gunners. Christian, est-ce que c'est le moment de vérité pour Arsenal qui vient de battre Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham et Aston Villa?
C'est la grosse discussion qu'il y a sur les réseaux sociaux maintenant en disant oui, nos adversaires nous disent que le calendrier était favorable et que maintenant on va voir contre des équipes de haut rang. Ben voilà, on le voit sur l'infographie, 15 points, 13 buts marqués, ça c'est excellent. Voilà contre qui ils ont gagné. C'est dans la deuxième moitié du classement, sauf Fulham qui est un peu exceptionnellement là, qui va probablement pas y rester. Donc maintenant, il va falloir prouver dans les matchs et dans les mois à venir contre des équipes de haut niveau, et alors à ce moment-là on se fera une idée et on verra exactement où en est cette équipe, mais qui performe très très bien pour le moment et qui a beaucoup de choix, qui a beaucoup d'options, et je trouve que ils sont, pour la première année depuis longtemps, c'est quand même agréable de les suivre et de regarder leur jeu. Une constante sur les 5 premiers matchs, l'intensité mise par Arsenal en début de match, vraiment pour aller prendre l'adversaire à la gorge, pour marquer le premier but le plus rapidement possible. Ça, c'est une excellente constante. Ouais, hier encore, c'était le cas. Maintenant, il y a peut-être ce petit manque d'efficacité dans ce moment-là qui pourrait leur faciliter les matchs. C'est pas arrivé avant la demi-heure, le but. Ils auraient pu en marquer 2 ou 3 en première mi-temps. Grosse occasion ratée par Saka. Enfin, on va pas lui reprocher ça, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut mener 3-0 à la mi-temps, le match est terminé, ils vivent une deuxième mi-temps beaucoup plus simple. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, des problèmes. Et par exemple, Odegaard qui doit sortir à un moment donné, il a pris un coup, on l'a vu regarder sa cheville, donc on s'inquiète déjà un petit peu pour lui. Ça, ce sont des éléments, des détails qui font que cette belle structure peut être mise en difficulté s'ils ne sont pas plus efficaces rapidement. Et ils le mériteraient parce qu'ils ont les éléments pour le faire. C'est un peu dommage, je trouve. Et puis il y a les blessures aussi. Déjà 2 milieux de terrain importants qui sont blessés assez gravement. Ce qui a permis à Sambi de jouer. Voilà, ça permet à Sambi de jouer. Oui, mais sur la longueur de la saison, il va falloir avoir des joueurs. Mais c'est tout l'inverse au niveau recrutement que Manchester United. C'est pas du tout le recrutement fuite en avant. Gabriel Jesus, c'est plus ou moins 50 ou 60 millions d'euros. C'est la moitié d'Anthony, mais pour un joueur qui a déjà fait ses preuves en Première Ligue. Je parle des intentions. S'ils savent aller chercher et payer 50 millions, les autres pouvaient le faire aussi. Ou alors il y a des relations particulièrement privilégiées entre... C'est possible ça ou pas? Des relations privilégiées en football, c'est fort possible. Non mais je vois, c'est parce que d'un côté évidemment Arteta ayant été le bras droit de Guardiola à City, évidemment, il y a une relation directe qui s'installe. Oui, mais dans les affaires, normalement, il n'y a pas d'amitié. Donc, s'ils l'ont eu à ce prix-là, c'est ce que Manchester City était prêt à mais je crois que les recrutements, surtout, ont été la possibilité pour Arteta d'avoir enfin 2 joueurs compétitifs pour chaque poste. C'était son objectif. Il l'avait affirmé à plusieurs reprises la saison dernière, déjà avant, je pense. Et aujourd'hui, il avait ça. Maintenant, il y a déjà 2 blessés qui plombent un petit peu l'histoire. Mais pour revenir sur le transfert, 60 millions, c'est un prix normal pour Gabriel Jesus. C'est les 100 millions d'Anthony qui sont ahurissants. Zinchenko, c'est peut-être un peu plus anormal comme prix de oui, c'est quoi, 30 ou une trentaine, 35 Oui, enfin, je reste toujours persuadé. Enfin, il y a tellement de choses comme ça qui sont des inconnus en foot. Moi, je suis curieux, en tout cas, dans cette rencontre, de voir comment va réagir Arsenal, si et seulement si Manchester United met une intensité comme ils ont mis face à Liverpool. En tout cas, capacité de réaction d'Arsenal qui, chaque fois qu'il encaisse un but, quasiment dans tous les matchs, est capable d'en mettre un juste derrière. C'est arrivé mercredi soir. Ils sont bons devant. Hein. Ils sont bons. Jesus, c'est extraordinaire. Oui, et puis ils ont pris 4 buts. Et dans les 4 buts, chaque fois, ils ont marqué dans les 3 minutes, enfin même moins que ça, qui ont suivi. Et ça, c'est rare. Oui, ça change par rapport aux saisons précédentes où on était plutôt refroidi après un but encaissé, tétanisé. C'est plus le cas. On le voit, Christian, les curseurs sont poussés vers le haut. Il y en a déjà un qui était assez élevé la saison dernière, c'est les buts marqués sur corner. Ça, la saison dernière, ça fonctionnait déjà bien du côté des Gunners. Un des rôles de PL Club, c'est d'observer sur une timeline les évolutions dans les modèles de jeu. Et donc, quand j'ai vu que cette année, ils marquaient de nouveau sur corner, j'ai été voir exactement comment ça se passait la saison passée. Ils étaient une des meilleures équipes dans ce domaine. 11 buts marqués, qui ont participé à 7 victoires. Donc, il y avait 4 corners de la gauche, 7 de la droite. Et on va retrouver la même constante cette année, c'est-à-dire que sur les 5 matchs, ils ont marqué dans 3 matchs sur corner. Et donc c'est cette arme très importante. Ça permet de décoincer une rencontre. Oui, c'est ça, d'ouvrir la marque et d'être performant et aussi de
d'avoir cette alternative, c'est-à-dire que chaque fois qu'on est dans le camp de l'adversaire et qu'on parvient à créer un corner, on crée un danger supplémentaire et quelque chose qui est craint par l'adversaire. Et il l'exploite magnifiquement bien parce que c'est déjà arrivé 3 fois sur 5 cette saison et qu'il faut continuer comme ça parce que c'est une arme très importante. Gabriel, c'est donc le prénom à la mode du côté d'Arsenal avec Gabriel Jesus, avec Martinelli et évidemment le défenseur Gabriel. Mais voilà, on avait aussi même Gabriel Jesus marqué sur corner, donc il ne faut pas spécialement avoir 1m95 pour marquer sur corner. Bah non, il est 1m77, il est juste au moment, au bon endroit. Et c'est vrai que ça peut être surprenant, mais je pense que le timing est fondamental, mais aussi le positionnement pour être bon sur des phases arrêtées et de la tête. Surtout le timing, la taille, ça aide, c'est sûr. Voilà, la qualité du frappeur, la qualité de la connexion en fait qu'il y a entre la course et celui qui frappe. Je note aussi quand même que évidemment que Gabriel a marqué, Saliba a marqué aussi, 2 défenseurs centraux ont marqué aussi, donc. Hier, ils auraient pu tous les deux marquer de nouveau, hein, parce qu'il y a eu des occasions énormes. On se demande encore comment le ballon n'est pas rentré, d'ailleurs. Il y avait un bon gardien qui était passé par Arsenal, d'ailleurs, Martinez, qui a fait un gros match. Bon, on voit en tout cas que cette équipe d'Arsenal a des qualités, mais c'est le premier gros match de la saison pour les Gunners, ce déplacement du côté d'Old Trafford. Et on sait que dans ces matchs-là, tous les scénarios sont possibles et envisageables. Ouais. En tout cas, ce sera à suivre avec beaucoup de passion, je pense. Moi, j'y crois. Je pense qu'ils ont vraiment les moyens de contrôler cette rencontre. Ils ont les moyens de faire une très très belle saison, je pense, les gars. D'Arsenal ? Oui. Moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils risquent de tomber on a sur le séduit et le sceptique. Non, je ne suis pas sceptique du tout. Ils me séduisent énormément et je leur trouve plein de qualités. Mais je pense qu'ils vont tomber sur un os à Manchester United. Okay. Voilà. Après, vous savez, c'est l'histoire des séries. Hein. Je me mouille en disant ça fait 5 matchs, 5 victoires. Le 6e, ils vont finir par le perdre. C'est l'histoire du noir et du rouge quand vous allez. Voilà. Mais grâce à Christian, on suivra quand même les corners d'Arsenal. Et c'est là aussi que ça peut se jouer dans un match très tendu et très serré. Et puis il y a un élément qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que c'est une équipe en moyenne très très jeune. Arsenal. Donc ça peut être dans un match comme ça compliqué, manque d'expérience, mais en même temps, il y a une vivacité, une nouveauté qui est aussi très séduisante. En tout cas, beaucoup de questions, mais des réponses dimanche à partir de 17h30. Le programme de cette 6e journée, le voici, le voilà. Quoi de plus beau qu'un derby de la Mersey pour ouvrir un week-end de Première Ligue? Rendez-vous samedi à 13h25. Goals of the Day, votre terrain de jeu favori, Philippe? Ce sera avec Chelsea-West Ham. West Ham a pris un bon point dans le derby, mais face à Chelsea, ce sera encore une fois compliqué. Mais les Blues sont aussi en difficulté. Aston Villa peut-il croire au miracle samedi soir? Ils doivent essayer en tout cas d'y croire. Leur début de saison est très chaotique. Est-ce que l'avenue de City va les inspirer? Rien n'est moins sûr, comme le dit la formule là. La suite avec Brighton-Leicester dimanche et puis le grand rendez-vous de ce dimanche, c'est Manchester United face à Arsenal. Quel beau programme, quel beau week-end. Vous Sport World, divertissez-vous aussi pour le premier rendez-vous du samedi. Les réseaux sociaux, vous avez vu les adresses, vous pouvez nous suivre, évidemment, suivre la rédaction des sports. Merci Jean-François. Merci Serge. Merci Philippe. Avec plaisir. On remercie également Christian, que l'on retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Passez un excellent week-end de football de Première Ligue et on se retrouve bientôt. Bye bye.